Alors, il paraît que les Parisiens n'étaient pas contents d'avoir les JO. J'en ai fait partie, bien évidemment, je ne vais pas le nier. Mais je suis quand même resté à Paris. On voulait absolument vous faire cette vidéo en direct du pavillon Oméga du parc de Bercy. Donc voilà, on ne fait pas la gueule aujourd'hui. C'est que du plaisir, c'est que du bonheur, ces Jeux Olympiques. C'est une force et une vigueur dans le pays qui n'a jamais été vue, en particulier dans la capitale. Donc, aussi à notre tour de vous en faire profiter en vous présentant toute l'histoire du chronométrage et l'innovation entre Oméga et le sport, en particulier les Jeux Olympiques. Et ensuite, évidemment, quelques jolies montres qui ont été présentées, 3 montres en particulier, en rapport avec ces Jeux Olympiques. Suivez-moi, ça va être très sympa. Grosse resta, bravo Léon Marchand, c'était magnifique. Ce matin, je me suis dit, je vais mettre mon costume, mes mocassins et mon polo pour aller comme ça, faire un petit plongeon. Alors là, il n'y a pas d'eau devant, hein, donc si je saute, je suis mort. Tout ce que je fais, c'est pour vous. Avant toute chose, j'aimerais dire quelque chose d'important. Au même titre que d'autres partenaires de la compétition, certaines personnes pensent que Oméga paye pour pouvoir être présent aux Jeux Olympiques, mais c'est bien évidemment l'inverse. Il faut comprendre qu'Oméga est un fournisseur qui amène sa technologie, son innovation et sa passion, et surtout sa maîtrise de la technique de chronométrage pour les JO. Donc il faut voir Oméga comme étant un fournisseur de cette innovation de prise de temps et du coup qui a aujourd'hui vraiment le monopole et on va dire la sagesse de presque 100 ans de chronométrage pour aboutir à ces JO de Paris de 2024. Il ne faudrait pas retenir que la date de 1932 qui est la première participation d'Oméga à des Jeux Olympiques en tant que chronométreur, mais revenir au fait que Oméga évidemment chronomètre des temps grâce à des montres chronographes. Et ce qui est très intéressant, c'est que les premières montres chronographes développées par les frères Brandt à la fin du 19e siècle sont appelées chronoscopes. Et ce qu'il faudra retenir, c'est la présentation d'Oméga des premiers mouvements de chronographe. Et ça, c'est en 1898 avec le calibre 19 Cro, C-H-R-O, qui est évidemment équipé dans une montre de poche. Pour le premier mouvement de chronographe bracelet, j'ai nommé le calibre 13 lignes 13 C-H-R-O ou 13 Cro, il faudra attendre 1913. Et on ne peut pas continuer de parler de mouvement de chronomètre sans évoquer la société sœur d'Oméga, Lemania, qui à partir de 1932 va rejoindre le groupement SSIH et qui va participer au développement des plus beaux mouvements de chronographe, qui va aboutir à la création du mouvement 321, puis 861, etc., etc. Vous connaissez déjà l'histoire. Et dès qu'on va avoir le développement des chronographes, que ce soit dans une montre de poche ou dans une montre bracelet, on va voir sur les cadrances développer des échelles de mesure tachymétriques, télémétriques et j'en passe, qui vont permettre déjà de relier la prise de temps avec des événements. Et avant de rentrer plus dans le sujet d'Oméga et du chronométrage sportif en particulier pour les Jeux Olympiques, je voudrais donner la parole à William Henry qui rapportait pour les 10e Olympiades le rôle d'Oméga et le rôle important d'Oméga dans l'innovation de la mesure du temps. Il est impossible de considérer le remarquable succès des Jeux de la 10e Olympiade et les performances athlétiques inégalées qui ont été réalisées sans reconnaître le rôle joué par les montres Oméga dans ce grand événement international. Les 30 chronographes à rattrapante que vous nous avez fournis ont été les seuls et uniques que le comité d'organisation ait mis à disposition des Jeux Olympiques officiels pour tous les sports du programme 1932. Ils ont donné pleine et entière satisfaction en toutes circonstances et leur incontestable précision a fait l'objet de nombreuses louanges de la part de leurs utilisateurs. Ce qu'il faut vous dire, c'est qu'à partir de 1932 et les Jeux de Los Angeles, on n'est pas avec 40 000 images par seconde et des innovations à en mourir. C'est-à-dire que vraiment, littéralement, au début, Oméga va détacher un ou plusieurs horlogers sur les lieux des Jeux Olympiques. Donc l'horloger va venir avec sa mallette comme ça, avec ses 30 chronographes, et il va, lui seul, ou avec l'aide d'un chronométreur, prendre les temps des différentes épreuves. Il va devoir nettoyer les montres, parfois les réviser, faire des changements de pièces, donc vraiment un travail d'horloger sur place s'il y a de la casse, parce que ça peut arriver évidemment. On va soumettre ces chronographes-là à beaucoup plus d'utilisation en temps réel pendant les Jeux Olympiques, et je pense que les perruches sont d'accord avec moi. Mais le plus important, et même si Oméga et les ravilleurs, c'est la même chose, aiment mettre en avant le côté humain, c'est le côté humain dans les années 30 qu'on va essayer de mettre finalement le plus sur le côté. Parce que plus il y a de côté humain au sein de la mesure du temps, plus finalement il peut y avoir d'erreurs et de manquements de mesure du temps. Donc en fait, Oméga va essayer de mettre en place des systèmes tout au long du XXe siècle qui vont permettre aux sportifs de déclencher des temps. Par exemple, quand ils passent un portillon au ski, parce que c'est vrai qu'il faut le dire,
dans les années 30, les Jeux Olympiques d'hiver, c'était vraiment, vous arriviez en bas, on prenait votre temps et ensuite on vous mettait un petit papier dans la poche, comme ça quand vous remontiez, vous donniez le temps à l'autre personne. Enfin, c'était vraiment quelque chose de très primordial, très simple. Donc il va falloir quand même mettre des systèmes pour vraiment donner la place aux gagnants et donner la place au podium et à la mesure de plein de données entre ces moments sportifs. On pense par exemple après 1948 à l'ouverture de l'ère photoélectrique avec les Jeux de Saint-Moritz, avec le Rassend Timer qui va être beaucoup plus précis pour mesurer des temps. Il faudra attendre les Jeux de Londres pour la caméra photo finish. Vous savez, cette caméra avec une fente qui va prendre plein d'images, puis ensuite les associer. Comme ça, on va voir vraiment quel est l'athlète qui a mis les épaules en premier, tracer des lignes droites comme ça et voir vraiment qui a remporté l'épreuve et qui fait partie du podium. C'est vraiment pour moi cet imaginaire quand j'étais jeune à regarder les Jeux Olympiques avec mon père et on voyait comme ça ces images un peu aplaties des coureurs ou des coureuses évidemment qui avaient comme ça leurs bras et leur buste en avant parce que c'est ce qui compte pour franchir la ligne d'arrivée. Et comme ça, cette caméra photo finish, elle permettait de compiler tout ça et d'avoir le résultat exact. En 1952, à Helsinki, par exemple, on a le recorder à quartz qui est beaucoup plus précis, qui sort directement les résultats au centième près et surtout qui fonctionne sur batterie, ce qui permet d'éviter quelques désagréments. Vous vous en doutez. En 1956, à Cortina d'Ampezzo, donc dans la neige, on va avoir l'introduction des portillons de départ. Vous savez vraiment, la personne se met comme ça et dès qu'on lui donne à peu près une période où elle doit partir, elle part pendant cette période-là et le portillon permet d'avoir évidemment de déclencher le chronomètre au bon moment. Rapidement, pour parler de la natation, en 1956, aux Jeux de Melbourne, on va avoir la présentation de la machinerie, si je puis dire, Omega Swim 8-Matic. Vous avez vraiment une valise comme ça avec, au début, 8 entrées. Vous avez le départ est donné par le pistolet. À ce moment-là, le chronographe se lance et ensuite, il est arrêté manuellement par les différentes personnes. Il n'y a pas encore les plaques de touche qui vont apparaître en 1968 à Mexico. Ça, c'est vraiment une révolution parce qu'il faut se dire, quand on a des personnes qui nagent à peu près de la même façon, pour les juger avec les vagues, avec la mousse, avec l'arrivée, etc., la force, c'est presque impossible d'avoir un temps efficace, ce qui fait que pendant les premiers JO où il y avait de la natation, on était avec 3 personnes par ligne et on prenait un temps moyen de ces 3 personnes quand ils appuyaient à peu près au même moment lorsque le sportif touchait. En 68, la plaque de touche, il faut mettre plus de 1,5 kg ou autour de 2 kg de force, il me semble, pour éviter que les vagues qui sont déclenchées par les différents athlètes déclenchent la plaque de touche. Quand vous arrivez, vous donnez un gros coup, cop, ça stoppe le chronographe et on sait exactement votre temps. Je vous en parlais tout à l'heure, 1968, l'apparition de la plaque de touche. Alors, c'est pas la plaque de touche en mode on nage, toucher, c'est toi le chat. Non, on nage, et là on va mettre 2 kg, 3 kg, 5 kg de pression, et clac, on arrête le chrono, c'est précis, c'est fiable, on a gagné médaille d'or. Et donc grâce à toute cette expertise acquise au cours du XXe siècle par Omega, au début des années 70, il faut mentionner la création de Swiss Timing qui va permettre comme ça d'accompagner Omega sur ces différents Jeux Olympiques avec toutes les innovations et les tonnes de bagages. Vous imaginez, aujourd'hui, en 2024, aux Jeux Olympiques de Paris, on a plus de 200 km de câbles, de fibres optiques qui permettent de donner les résultats en temps réel. Sans tout vous raconter sur cette merveilleuse histoire d'Omega et du chronométrage sportif, et avant de vous parler de quelques montres intéressantes, parce que vous savez qu'on aime un peu les montres, je voudrais vous parler des Jeux Olympiques de Rio en 2016 et la présentation d'une machine qui a tout changé, qui a révolutionné le monde de la prise de temps, qui s'appelle la Scan-O Vision Myria, qui est une espèce de petite caméra un peu longue, rouge et noire, qui ressemble vraiment à un petit robot type R2D2 évolution sur la planète Terre en 2240, on va dire, qui est capable de prendre jusqu'à 10 000 images par seconde. En tout cas, elle est calibrée de cette manière-là pour les JO. Donc, c'est-à-dire que là, tout est fini. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y avoir d'erreur et même on peut délimiter au millième de seconde le résultat entre 2 coureurs, par exemple. Et c'est fantastique pour savoir évidemment qui a gagné. En 2024, c'est donc la 31e fois qu'Omega présente ses innovations, ses savoir-faire en termes de chronométrage sportif. Elle a un contrat qui dure avec le comité des Jeux Olympiques jusqu'en 2032 et vous doutez bien que par la suite, étant donné la force et le monopole d'Omega qui est largement mérité dans le domaine, on n'est pas prêt de ne plus les voir. Et est-ce que vous savez, c'est la petite minute Jamie, qu'aujourd'hui on a un pistolet de ce genre, parce que quand on avait un pistolet avec de la poudre, vous savez, le son met un temps particulier à voyager dans l'espace et du coup, qu'on soit près du pistolet ou plus loin du pistolet, on n'avait pas l'information tout à fait en même temps et vu qu'on sait très bien les centièmes jouent, c'est important. Donc on a essayé d'avoir ce genre de pistolet combiné sur les emplacements où les coureurs viennent mettre leurs pieds, à un petit haut-parleur qui permet exactement, quand on appuie sur la pression du pistolet électronique, d'avoir l'information en temps réel par coureur de manière juste et égale.
Et donc comme je vous l'avais promis, on va un peu parler d'horlogerie et parler de montres, puisqu'Omega a présenté 3 montres à des temps différents, 1 an avant les Jeux, 100 jours avant les Jeux et au démarrage des Jeux. Et vous allez le voir, elles ont des petites particularités fort agréables. 1 an avant l'ouverture des Jeux, on a découvert la Omega Seamaster 300 mètres, Jeux Olympiques de Paris. On a vraiment tout le visage de la Seamaster qu'on connaît dans un boîtier en acier de 42 mm. On a vraiment 2 particularités qui me plaisent beaucoup. Tout d'abord, un insert en or 18 carats avec ses repères en relief, en positif si je puis dire, et vraiment ce joli cadran qu'on connaît depuis les années 90 de cette Seamaster 300 mètres avec des petites vagues, avec des contrastes entre une partie polie, une partie plus satinée, et évidemment ce cadran blanc, il est réalisé en céramique blanche. Sur le fond de boîte, bien évidemment, on va retrouver la flamme olympique, les 5 anneaux olympiques dans un médaillon en or 18 carats Moonshine, donc alliage propre à Omega. Et puisqu'on parle de précision, il faut aussi noter que dans cette Omega Seamaster 300 mètres Jeux Olympiques de Paris, on a un calibre Omega 8800 certifié par le METAS. Le METAS, vous en avez déjà entendu parler, il a développé en 2015 avec Omega et seulement avec Omega au début vraiment des tests de contrôle super forts, que ce soit sur l'étanchéité, soit sur la possibilité de résister à un champ magnétique de 15 000 Gauss, ce qui est énorme, donc on parle de champ magnétique. La précision, bien évidemment, donc on va aller encore plus loin que le COSC, même si la montre, dans le METAS, il y a le COSC qui est présent. Et on va avoir par exemple le contrôle de la réserve de marche, le contrôle des chocs, etc. etc. Vous voyez, c'est assez poussé. Mais bon, si on parle de montre Jeux Olympiques, il faut bien avoir des calibres de précision. En tout cas, cette Seamaster, on l'aime beaucoup. Elle est un peu particulière pour les Jeux de Paris, mais elle fait son effet. La Seamaster, c'était 1 an avant les Jeux. 100 jours avant les Jeux, on a la présentation de très beaux chronographes. 2 chronographes Speedmaster Chronoscope Jeux Olympiques de Paris. Le chronoscope, on l'avait découvert en 2021. Il avait vraiment ce visage des chronographes qu'on aime des années 30, des années 40, avec plein d'échelles de lecture en escargot et avec un visage de chronographe naturel et toute l'expertise Speedmaster qu'on retrouvait dans le boîtier, un peu ces anses lyres qu'on apprécie beaucoup. 100 jours avant les Jeux, donc, on a pu découvrir 2 éditions, une édition en or Moonshine 18 carats et une édition en acier. Et donc, comme je vous le disais, ce qui est vraiment intéressant, c'est que les cadrans de ces 2 modèles proposent des échelles de chronométrage et des échelles de mesure de temps qui sont amusantes. Le tachymètre, vous le savez, il permet de déterminer la vitesse de déplacement d'un objet en mouvement. L'échelle pulsométrique permet de déduire le rythme cardiaque en prenant 30 pulsations. Et l'échelle télémétrique vous permet de mesurer la distance entre la piste et vous-même lors du coup d'envoi. On retrouve un boîtier de 43 mm d'émètre, donc assez important, mais avec une épaisseur qui est maîtrisée à 13 mm. On parle quand même d'un chronographe. Et on retrouve au dos de la montre le médaillon avec la flamme olympique, les 5 anneaux, et évidemment à l'intérieur 2 calibres, donc calibre 99,08 pour la version acier, calibre 99,09 pour la version en or. Peu importe s'il y a un petit chiffre de différence entre les deux, c'est la même chose. On va avoir un calibre qui, de la même manière, on parle de précision aujourd'hui, qui est certifié Master Chronometer par le METAS, toujours avec une précision de la réserve de marche qui est mesurée. On a des résultats qui sont meilleurs que le COSC. On va avoir une résistance au champ magnétique qui dépasse les 15 000 Gauss et une étanchéité importante, accrue. Et la petite spécificité que j'aime beaucoup sur ces chronographes, parce qu'on ne s'attendrait pas à trouver ça sur un chronographe, c'est qu'on peut régler l'aiguille des heures indépendamment. Donc là, si on voyage, tchic-tchac boum, en 2 secondes, on se règle sur un différent fuseau horaire. Donc c'est très sympa. Donc voilà, ces chronoscopes, on les aime beaucoup parce que je vous ai dit en introduction que chronoscope, c'était vraiment le nom des premiers chronographes qui étaient donnés par les frères Brandt. Donc on parle début du XXe siècle, fin du XIXe siècle. Et donc là, avec toutes ces échelles de mesure et tout, on a vraiment l'impression de retrouver les chronographes qu'on aime des années 30 et 40 dans évidemment des proportions un peu plus importantes aujourd'hui en 2024, mais toujours avec une grande précision. Et enfin, 2 jours avant l'ouverture des JO, le 24 juillet 2024, on avait le plaisir de découvrir la Omega Bronze Gold Edition qui était vraiment la montre qui signifiait que c'est bon maintenant, après la montre des 1 an, la montre des 100 jours, on y est, on est arrivé. Et cette montre-là est tout simplement magnifique. Et je ne m'attendais pas forcément à ce qu'Omega présente ça parce qu'on est vraiment sur une montre qui s'inspire d'une pièce pas forcément célèbre, en tout cas d'une pièce du catalogue Omega des années 30 qui s'appelle la référence CK 859. Cette montre-là, on l'avait découverte en 2022 avec un cadran en argent. Et cette montre, elle représente vraiment les Jeux Olympiques parce que si vous hésitiez entre les médailles d'or, les médailles d'argent et les médailles de bronze, vous avez tout réuni au même endroit. J'entends par là, on va commencer par le bronze, parce que l'alliage, ce bronze gold, c'est un mélange d'or et de bronze qui fait penser évidemment au bronze corinthien, qui était tellement beau qu'on se demandait comment il avait été fait, et qui en fait a toutes les propriétés qu'on aime dans le bronze et l'or, sans avoir les inconvénients. Je pense par exemple à la patine un peu gris de verre que certaines personnes n'apprécient pas, et en tout cas la Omega ne voulait pas avoir sur la montre, tout en ayant quand même une teinte très jolie qui n'est pas tout à fait or, qui n'est pas tout à fait bronze, mais qui est vraiment subtilement l'alliance
des deux. On a le plaisir à trouver un boîtier bien proportionné de 39 mm de diamètre, comme je le disais, réalisé en bronze gold. Ça, c'était pour le côté bronze. Pour le côté argent, comme l'édition de 2022, on a le plaisir d'avoir un cadran qui est réalisé en argent 925. Et on va retrouver au sein du cadran quelques secteurs, si je puis dire, avec une finition guilloché clou de Paris au centre. La petite seconde à 6 heures n'est pas sans reste non plus avec sa partie centrale guillochée. On a parlé du bronze, on a parlé de l'argent avec le cadran, et l'or, où est-ce qu'on le trouve? On le trouve dans les aiguilles qui ont été réalisées en or Sedna 18 carats, donc or alliage spécifique à Omega. Et moi, je les aime beaucoup, ces aiguilles, parce qu'elles sont un peu comme si les aiguilles feuilles qu'on connaît et qu'on apprécie et qu'on avait aussi beaucoup chez Omega. Elle fait des enfants avec des losanges, et on a vraiment cette aiguille qu'on appelle plume, qui est vraiment de toute beauté. Au dos, on retrouve le médaillon des Jeux Olympiques avec la flamme triomphante, les 5 anneaux et la mention Paris 2024, le tout sur fond légèrement granuleux du plus bel effet. Si à l'époque, dans la montre CK859, on pouvait trouver un calibre 26.5T ou un calibre 30T, vraiment le calibre par excellence d'Omega que les horlogers adoraient, tellement il se révisait bien, tellement il se démontait bien, tellement on pouvait trouver les pièces, etc. C'est vraiment un calibre qui a marqué l'histoire d'Omega. Aujourd'hui, pas de calibre 26.5 ou pas de calibre 30T, mais le calibre 89-26, calibre master chronomètre certifié par le METAS, avec toutes les belles propriétés que cela amène, réserve de marche de 72 heures qui est contrôlée, résistance au champ magnétique de plus de 15 000 Gauss, etc., etc. Vous connaissez le refrain. En tout cas, c'est vraiment une très belle montre, une pièce qui est très très agréable à porter, qui a à la fois vraiment le visage du passé d'Omega, un peu comme le chronoscope dans les années 30, mais ici avec toute l'expertise d'Omega aujourd'hui, à la fois dans le mouvement ou à la fois dans le choix un peu fou des alliages de la montre. Voilà, chers amis, j'espère que vous aurez un peu mieux compris l'histoire importante qu'a eu la marque de montre Omega avec le chronométrage sportif des Jeux Olympiques, en particulier depuis 1932. Mais vous avez compris aussi que Omega, ça faisait déjà au moins 3 décennies avant qu'elle mettait son savoir-faire au service d'autres compétitions, qu'elle développait des bons mouvements de chronographe dans les montres de poche ou dans des montres bracelets. Et vous avez vu aussi la présentation de ces 3 montres-là, 3 montres Jeux Olympiques, 1 an avant, 100 jours avant, 2 jours avant. Donc vraiment, vous avez, on va dire, le full package, si je puis dire, à la fois historique et à la fois son implication aujourd'hui. Dans tous les cas, on est très fiers d'avoir pu réaliser cette vidéo en direct du pavillon Omega du parc de Bercy, qui va être ouvert jusqu'à la fin des Jeux paralympiques. Donc venez le faire, vous allez le voir, il y a beaucoup d'activités très sympathiques pour mieux comprendre comment se fait le chronométrage, pour essayer de faire la course avec les meilleurs. Vous le verrez au sein de cette vidéo, vous avez pu le comprendre. Le fait de pouvoir monter sur un plongeoir, etc. etc. Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais en tout cas, je vous encourage à venir. Et aussi, on a eu la chance par Omega d'avoir ce livre sur l'histoire du chronométrage sportif avec des données qui sont super intéressantes, des photos tout simplement splendides de sportifs à l'époque avec des logos Omega un peu partout dans des photos évidemment. Et en tout cas, on a réussi aussi à en avoir une dizaine de la part d'Omega qu'on remercie. Et si on a demandé ces 10 livres-là, c'est pour vous les offrir gentiment, parce que vraiment les rabilleurs, pendant les Jeux Olympiques, ils font pas la gueule comme tous les Parisiens, ils sont vraiment sympathiques. Donc ces 10 livres-là, ils seront disponibles à la boutique Joseph Bonny qui se trouve dans le Marais. Je vais vous donner toutes les informations dans l'article qui va être lié à cette vidéo. Et évidemment, on se fera un plaisir de vous recevoir pour vous les offrir. En tout cas, ce sera un bon moment et vous le verrez, vous allez passer beaucoup de plaisir. Ça va rester sur votre table de chevet pendant tout le mois d'août et je pense que vous serez un petit peu nostalgique à la rentrée de ces magnifiques Jeux Olympiques qui nous ont été offerts aujourd'hui et à l'incroyable savoir-faire et innovation d'Omega. On vous aime, à bientôt, merci, et j'ai envie de dire sportivement, même si je déteste ce mot. Voilà.